Je voudrais remercier la commission qui a travaillé dans des conditions assez difficiles et stressantes pour sortir ce rapport. Et merci aussi pour leur conclusion qui va dans le sens de ce que le gouvernement attend. Mais avant de laisser les conseillers se prononcer, j'aimerais donner quelques éléments et une chronologie des faits pour que vous puissiez apprécier de vous-même pourquoi le gouvernement est amené à prendre cette décision qui semble, à vue d'œil, être forte, mais absolument nécessaire pour notre pays. Vous savez, les cessions d'actifs ne sont pas nouveaux pour notre pays. Dans l'histoire du secteur pétrolier tchadien, il y a eu beaucoup de cessions entre différentes sociétés. Et rien qu'en 2022, il y a eu presque 3 demandes de cession, dont 2 ont été approuvées. Personne n'a entendu parler de ces cessions. L'exemple entre Glencore et Perenco. Un autre exemple entre la société canadienne United Hydrocarbons et une autre société CGI. Il y a eu la société canadienne Encana qui avait cédé à CNPC. En fait, on peut donner autant d'exemples de transferts d'actifs qui ont eu lieu déjà ici au Tchad. Et cela n'a pas causé de problème. Donc c'est pour vous dire qu'on n'est pas un premier exercice pour dire qu'on s'était trompé ou pas peut-être bien apprécier la situation. Je m'en vais vous donner un peu l'historique des faits. Et comme l'a bien dit Madame la rapporteuse, ESSO fait partie d'un consortium qui a bénéficié d'une convention d'exploration et d'exploitation du pétrole dans le bassin de Doba en 1988. Et après, il y a eu modification de cette convention en 2004. Le départ de ESSO n'a pas posé de problème à l'État tchadien. Le Tchad n'a jamais eu de problème avec ESSO durant les 25 ans de sa présence au Tchad. Mais ce que nous avons déploré, c'est la manière dont cette cession a été faite. Et je m'en vais vous donner une chronologie des faits. Donc, le 17 décembre 2022, la PDG de ESSO a envoyé une lettre au ministre de pétrole entre-temps pour lui signifier son désir de quitter le Tchad et de céder ses parts à une société de droit britannique appelée Savannah. Dans ces cas de figure, d'emblée, le Tchad n'a pas d'objection par rapport au départ de ESSO. Et c'est tout à fait normal parce que vous voyez les grandes compagnies pétrolières comme ESSO, Total, etc., lorsque le niveau de production atteint un certain seuil, ils préfèrent plutôt partir que de rester parce que économiquement, ce n'est pas assez rentable pour eux. Et comme peut-être vous le savez, la production de Doba est passée de 250 000 barils aujourd'hui à 31 000 barils à peu près. Donc, déjà, cette baisse de production, pour eux, ce n'est pas... Et dans les 31 000 barils, ils ont à peu près 10 000 barils par jour. Donc, leur départ n'est pas motivé par autre chose que les raisons économiques. Et souvent, dans des cas de figure pareils, c'est les petites sociétés qu'on appelle les juniors qui reprennent ces actifs et eux, ils arrivent à produire encore 10-15 ans après eux. Donc, de principe, le départ d'ESSO, on peut même qualifier de tardif, parce qu'ils pouvaient même aller déjà un peu plus avant, un peu plus tôt. Et donc, il n'y avait pas d'objection par rapport à leur départ.
Le ministre a donc posé 2 questions à la PDG entre-temps. Donnez-nous les éléments pouvant nous permettre d'apprécier la capacité technique de la société Savannah et aussi leur capacité financière. Sur ces 2 points, parlant de la capacité technique, il n'y a pas une réponse convaincante qui est venue de la part de ESSO. Et le monde pétrolier est très petit. Nous avons fait carrière dans ce domaine et ça ne prend pas grand-chose pour savoir qui fait quoi dans le secteur pétrolier. Et comme vous le savez, ESSO est l'opérateur de ce champ, avec plus de 1200 forages, des grandes installations, une centrale électrique de 120 mégas de capacité, un pipeline de 1071 km et surtout la gestion du terminal en mer qui permet de transférer de collecter le brut venant du Tchad et de les transférer dans les paquebots. Donc, on se demande que si ESSO veut partir, il faut une compagnie qui a la gabarit technique de ESSO, qui a les compétences que ESSO a pour reprendre les actifs. Parce que Savannah devra porter le chapeau que ESSO a porté, c'est-à-dire assurer les opérations sur le champ, assurer l'intégrité du pipeline jusqu'au côté camerounais. Chose qu'on n'a pas pu se convaincre, parce que Savannah n'a jamais opéré un champ pétrolier, selon nos recherches, jamais. Ils ont un bloc pétrolier au Niger, ils sont actionnaires dans un petit champ de gaz au Nigeria, et ils ne sont même pas opérateurs, c'est-à-dire c'est une autre société qui opère ces champs, et eux, ils sont membres comme consortium, membres du consortium, en détenant juste les actions. Alors, techniquement, on n'est pas convaincu. Et donc, le ministre n'avait pas, entre-temps, donné son avis favorable. Moi, quand j'étais venu au gouvernement en fin février 2022, j'ai mis presque 1 mois et je cherchais à avoir de leurs nouvelles, je ne les ai pas vues. Et j'ai appris qu'ils ont commencé le processus de transition, c'est-à-dire ESSO leur transférait toutes les données techniques et financières concernant les actifs de Comé et du pipeline. Donc, quand nous avons appris cela, le 4 avril, nous avons envoyé une lettre à ESSO leur demandant de suspendre tout processus de transfert d'actifs, tout processus de transition entre eux et Savannah, parce que le gouvernement n'a pas encore donné son accord pour cette session. Entre-temps, ESSO nous avait fait croire, par l'entremise de sa directrice générale, qu'ils ont pris acte et que les employés de Savannah sur les champs de Comé et de Kotko sont retirés et que le processus est suspendu pour attendre l'approbation du gouvernement. Un deuxième fait s'est produit en juin 2022. ESSO a programmé un conseil d'administration pour coopter les représentants de Savannah dans les 2 sociétés de pipeline que sont Totco et Kotko. Et nous avons appris la nouvelle. Nous avons encore écrit une deuxième lettre pour leur dire d'annuler cette assemblée générale parce que nous n'avons pas approuvé encore cette transaction. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, la lettre demandant la suspension de la transition entre ESSO et Savannah n'a jamais été annulée. Et plus le temps passait, les discussions que nous avons avec ESSO, c'est d'abord sur les conditions et les soldes de tout compte et les points litigieux qui existaient entre le gouvernement et ESSO. S'il devait partir, il fallait qu'on règle ces questions-là.
Donc c'est uniquement dans le cadre des discussions avec ESSO qu'un comité interministériel a été mis en place autour du secrétaire général à la présidence. Il y a eu plusieurs réunions. Et même sur le montant de solde de tout compte permettant le départ de ESSO, on ne s'était pas tombé d'accord. Mais en date du 4 décembre 2022, le ministre d'État, le secrétaire général à la présidence, a convoqué la PDG de ESSO pour lui dire, c'est vrai, nous ne sommes pas tombés d'accord sur les soldes de tout compte, mais à l'heure où nous sommes arrivés, nous acceptons même cette solde de tout compte que vous voulez nous donner. Mais la seule condition, nous ne voulons pas de Savannah. Parce que cette société n'a pas la capacité technique de reprendre vos actifs et de les opérer comme vous l'avez fait. Vous pouvez nous trouver n'importe quelle société qui a cette gabarit, qui est capable d'opérer ces champs, nous allons approuver, mais pas Savannah. Ça, c'est en date du 4 décembre. Et nos impressions, c'était qu'elle nous a compris. Mais à notre grande surprise, le 9 décembre, la PDG de ESSO et les quelques employés expatriés qui étaient encore au Tchad, ils ont quitté le Tchad et c'est de l'étranger qu'on nous a informés par email. Donc on a reçu un email avec une lettre nous informant que désormais, eux, ils ont conclu la cession de tous leurs actifs dans le projet d'Oba, aussi bien que dans le pipeline, à la société Savannah. Donc, nos interlocuteurs, désormais, c'est la société Savannah, et qu'eux, ils ne sont plus au Tchad, et donc qu'ils n'ont rien à voir avec nous. Nous avons insisté à plusieurs reprises pour renouer le contact avec ESSO, et la réponse est toujours pareille. Nous avons contacté plusieurs responsables à différents niveaux. Leur réponse, c'est votre interlocuteur, c'est Savannah. Nous ne sommes plus au Tchad. Donc, voyez avec eux. Voyez avec Savannah. Et c'est ainsi que le gouvernement a été amené, parce que pour nous, Savannah n'existe pas au Tchad. Nous n'avons jamais eu même un protocole d'accord entre Savannah et nous. Il n'y a jamais eu de discussion entre Savannah et nous autour des conditions de cession d'actifs. Donc, entre-temps, dès l'annonce de ESSO, Savannah est venu avec ses employés occuper le bureau. Ils ont changé les drapeaux de ESSO avec leur nom. Ils sont descendus à Comé, enlever tout ce qui est d'ESSO. Et moi, j'étais allé 3 fois là-bas. À l'arrivée, vous voyez Savannah partout. Comme si le Tchad n'est pas un pays souverain et qu'on peut venir s'imposer de force. Le gouvernement a été amené à prendre la décision de retirer leur titre de séjour et leur demander de quitter le territoire. Et c'est ce qui a été fait. Tous les employés de Savannah ont été demandés de quitter le pays et ils ont quitté le pays. Vous avez aussi entendu certainement parler qu'ils ont remporté l'arbitrage contre le Tchad à la CCI, etc. C'est absolument faux, parce que lorsque nous avons retiré leur visa et demandé de partir, ils étaient allés à Londres demander un arbitrage d'urgence, parce que la convention d'association qui regroupait les membres du consortium a choisi comme la cour arbitrale la cour de Londres. Donc ils étaient allés là-bas, évoquant le fait que sans eux, le champ de Comé, le pipeline, il court de grands risques d'arrêt, d'incidents, etc., et qu'il faut absolument qu'ils reviennent au Tchad. Donc ils étaient allés devant cette cour-là demander
que l'État tchadien rétablisse leur visa pour qu'ils reviennent. Donc, ils ont porté plainte contre la SHT et le président de la Cour arbitrale leur a donné raison en disant oui, il faut que la SHT fasse tout pour que le gouvernement tchadien leur donne les visas pour revenir opérer les champs pétroliers. Mais cet arbitrage d'urgence date d'une loi qui a été prise en 2012. La convention d'association qui régit les membres du consortium est antérieure à cela. Donc, nos avocats ont simplement dit vous ne pouvez pas appliquer d'une manière rétroactive une loi qui date de 2012 sur une convention qui date de 2004. Donc, c'est ainsi que cette première tentative de Savannah de revenir a été bloquée à ce niveau-là. Immédiatement, ils prennent la convention que nous avons et ils sont allés au niveau de la CCI de Paris en disant que c'est eux maintenant qui sont propriétaires de cette convention avec le Tchad. Et donc, comme la convention entre le Tchad a choisi comme la cour arbitrale la CCI de Paris, c'est eux qui étaient allés nous porter plainte là-bas. Mais quand vous lisez la convention de 1988, au niveau de l'article 30.1, il était clairement dit, pour toute cession d'actifs concernant le projet de Doba, il faut absolument l'approbation de l'État tchadien. C'est écrit en blanc et noir là-bas. Et les seules cessions qui ne peuvent pas demander l'approbation de l'État, c'est les cessions entre les filiales. C'est-à-dire si ESSO Tchad veut céder à ESSO Gabon, un exemple, il n'y a pas besoin de demander l'approbation du Tchad parce que c'est la même société. Mais du moment où c'est une entité, une société différente, il faut absolument l'approbation de l'État. ESSO est de droit américain, Savannah de droit anglaise, et c'est deux sociétés complètement différentes. Tant qu'il n'y a pas notre approbation, ils n'ont pas le droit d'opérer au Tchad. Mais malgré cela, ils ont forcé les choses. Lorsqu'ils ont quitté le Tchad, ils sont allés s'installer au niveau de Codco, la société qui gère le pipeline du côté du Cameroun. Et depuis leur installation là-bas, ils ont même forcé à prendre la direction de Codco au niveau du Cameroun. Et ils ont commencé à changer les procédures, à faire des choses. Et les employés camerounais qui travaillent au niveau de Codco sont entrés en conflit avec eux. Et à la date du 1er février, les employés ont refusé de venir travailler. Ils ont arrêté le système de chauffage sur le terminal qui recevait notre brut, alors qu'il y a un paquebot, un bateau qui venait pour enlever le brut. Le problème, c'est que le terminal a un volume qui est fini. Lorsque c'est plein, il faut absolument qu'un bateau vienne enlever. Et à l'approche du bateau, les employés partent en grève. Et ils ont éteint le système de chauffage qui permet au brut de rester liquide pour être pompé dans les bateaux. Le risque qu'on encourait ici, c'est que si le bateau ne vidait pas le terminal, on sera amené à arrêter le pipeline parce qu'on n'aura pas là où mettre le brut qui arrive. Et le danger qu'on court, c'est si on arrête ce pipeline pendant quelques jours et que le brut qui est dans ce pipeline de Komé jusqu'à Kribi devient froid, il va se coaguler et le pipeline, nous allons le perdre. Et si on perd ce pipeline, ça veut dire qu'il faut reconstruire un autre pipeline. Et c'est 3 milliards de dollars. Et vous savez aussi bien que moi, la production de CNPC, de Perenco et d'autres compagnies passe par ce même pipeline. C'est toute la production du Tchad vers le marché international qui sera bloquée. Donc, il y a eu des agissements de cette société qui n'est pas de nature à préserver
tout le secteur pétrolier tchadien. 80% de nos recettes dépendent du secteur pétrolier. Est-ce que là où nous sommes, nous pouvons tolérer ou bien admettre de subir un tel risque? C'est inacceptable pour nous. Et non seulement ce risque sur le pipeline, ils ont commencé aussi à arrêter le contrat des sous-traitants dont les activités sont primordiales pour le bon fonctionnement du pipeline et du champ de Comé. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ne nous permettent pas de laisser cette situation continuer. À l'heure où nous sommes, même si on parle de nationalisation, ce n'est pas comme si Esso est resté au Tchad et que le gouvernement a essayé d'arracher ce que Esso a comme actif. Esso a abandonné, Esso est parti, mais essaie de nous imposer quelqu'un qui n'a pas la carrure, quelqu'un qui ne nous permet pas de garantir l'intégrité des infrastructures qui sont aujourd'hui clés pour tout le secteur pétrolier. J'aimerais reprendre l'analogie de mon collègue de la communication. C'est comme avec Esso et le Tchad, c'est 25 ans de mariage avec le choix de communauté de biens. Et Esso demande le divorce. Le Tchad a accepté le divorce. Mais en même temps, Esso nous impose une nouvelle mariée. Donc ça devient un mariage forcé. Est-ce qu'on doit accepter un mariage forcé? C'est exactement ça le cas actuellement.